Merci beaucoup. Mais je demande aussi quelque part qu'on organise les débats pour que vers 17h30, on puisse libérer mon personnel qui habite jusqu'à Kermassar à Mbao. L'autoroute est toujours congestionnée à partir de 18h. Ceci étant dit, aujourd'hui, je ne pourrais pas être des vôtres parce que j'ai une Zoom conférence avec l'Université du Minnesota et je viens tout juste de commencer et on m'attend. Donc, Mandiaye, vous êtes les bienvenus. Penda, vous êtes le bienvenu. Madame, vous êtes aussi la bienvenue. Voilà, je ne sais pas qui est président de séance. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Ousmane. Merci pour ton hospitalité légendaire. Je commencerai tout d'abord par saluer tout le monde ici présent, à commencer par l'auteur, M. Mandiaye Gaye, que je connais depuis un certain temps et qui ne déroge pas de ce qu'il s'est dessiné comme règle. C'est un homme d'une constance extraordinaire, d'un engagement exceptionnel. Je salue aussi notre partenaire de toujours, Madame Outabo Kandé, ici présente, que je viens de voir. Et je dirais tout simplement que Mandiaye est un militant. Je crois que tout le monde dans le parti de l'indépendance et du travail que dirigeait Seydou Sissoko, après Ahmad Dansoro, Mandiaye était un grand militant. Mais le jour où il a présenté pour la première fois ce livre ici, il y a eu un certain nombre de témoignages et ce jour j'ai découvert le vrai visage de Mandiaye Gaye. Des gens qui l'ont soutenu, qui l'ont appuyé, qui font porter son nom à leurs enfants. Des gens qui ont fait des témoignages, je crois que même un vient de décéder, c'est Fofana. Et ce jour, vraiment, j'en connaissais un peu plus sur Mandiaye Gaye. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la démocratie sénégalaise. Mais nous l'avons connu, comme je l'ai dit dans la dédicace, la préface, parce que je ne dirai pas plus que ce qu'il y a dans la préface. Un jour, il nous a appelés chez lui, moi et Boubacar Boris Diop, parce qu'à l'époque, on commençait seulement à lancer l'idée d'avoir un portail, par exemple, sur Internet pour exprimer ses idées. Et il avait créé ce portail avec un de ses amis qui vivait dans la diaspora au Brésil. Et il a créé ce portail en disant que c'était un appui pour une citoyenneté capacitaire, égalitaire, une citoyenneté consciente. C'est la première fois qu'on rencontrait Mandiaye chez lui. Et je crois que ça n'a pas changé depuis lors. Et ce livre contient aujourd'hui une problématique de la citoyenneté au Sénégal. Nous l'avons présenté ici il y a quelques années. Et c'est une nouvelle édition revue et corrigée qui est plus que d'actualité. Même si on voit le background historique, on se rend compte que ce livre a été écrit sous la présidence, sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Parce que pour la première fois, nous étions confrontés à une nouvelle situation où la citoyenneté était rudement éprouvée, où pour la première fois, il y a eu des transformations d'une rapidité telle que le Sénégal, qui a été construit patiemment pendant plusieurs décennies, on se demandait si ce pays allait continuer à tenir. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'on doit replacer cet ouvrage. Mais est-ce que aussi, dans la problématique qui est soulevée dans ce contexte, est-ce que cette problématique n'est pas plus que jamais actuelle? Est-ce que nous ne rencontrons pas les mêmes préoccupations? S'il faut, à mon avis, essayer tout simplement d'actualiser, est-ce que ça va changer fondamentalement ou est-ce qu'il faudra enlever des noms et mettre d'autres noms? Ou est-ce qu'il y a un changement malgré un changement à partir justement
des césures et des points, des moments importants de notre histoire qu'ont constitué par exemple 2002, 2012, surtout 2000, surtout 2012, parce que 2000 est un tournant exceptionnel. On pourra y revenir dans les débats, mais je ne vais pas trop parler, parce que j'ai dit ce que je pense de ce livre dans la préface, et je pense qu'il faut aussi écouter les autres, et surtout revenir sur des problèmes, sur les problèmes soulevés par Mandiaye dans cet ouvrage-là. C'est un spectre assez large concernant la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté aujourd'hui? Et tous les problèmes, que ce soit la question de l'école, le problème, et je me rends même compte que des problèmes soulevés par Mandiaye, je me demande si aujourd'hui on pourrait encore avoir ce même type de débat à l'heure actuelle, vu les transformations et ce qui se passe dans l'espace public. Dans tout ce qu'il a évoqué, il y a une donne permanente qui est là, et plus non seulement actuelle, mais qui nous interpelle tous, c'est la violence sous toutes ses formes. Je crois que la violence sous toutes ses formes. Je suis fascinée par l'obscurantisme dans ce pays. Il suffit simplement de regarder les YouTube. C'est incroyable tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et à tel point qu'on se demande où se trouve aujourd'hui la raison. Est-ce que la raison n'a pas complètement déserté ce pays? Et je ne sais plus maintenant, moi j'ai beaucoup de doutes en ce moment sur qu'est-ce qui relève de la vérité, de la sincérité, de ce qui relève de la manipulation. Je ne sais plus, à chaque fois que je suis devant une nouvelle ou une personne qui s'exprime, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce que dit la personne? Je ne sais plus, j'ai beaucoup de doutes sur tout. Tellement on est dans une phase propice à la manipulation. Et si on en arrive à cette situation où on ne fait plus confiance en rien et à qui que ce soit, comment voulez-vous qu'on construise une véritable citoyenneté basée sur la lucidité? Tous les problèmes que soulève Mandiaye, que ce soit le problème de la souveraineté, on n'est plus que jamais confronté à des problèmes de souveraineté. On ne peut pas seulement extirper ou extraire le Sénégal du reste de la sous-région, parce que la question de la souveraineté, elle est non seulement relative à notre histoire, mais on dirait aujourd'hui que c'est un problème de dimension globale. Qu'est-ce que signifie la souveraineté? Par exemple, on prend le cas du Covid, on est là, on est en face d'une maladie, on ne sait pas comment soigner cette maladie, mais nous ne pouvons même pas avoir la latitude d'accéder à un vaccin. Et pendant ce temps, la souveraineté, ou en tout cas la logique, voudrait qu'on se repositionne par rapport à nos propres réalités, à nos savoirs endogènes, pour trouver des solutions à nos problèmes de santé. Mais dès qu'on y touche, on vous attaque en disant que ce sont des gens arriérés. Et est-ce qu'on peut sortir de l'ornière si nous refusons véritablement de bâtir quelque chose à partir de nos réalités? Plus que jamais, la question de la citoyenneté se pose, l'égalité, la rupture d'égalité face à la justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a des citoyens. Et de ce point de vue, il y a une évolution. Par exemple, quand quelqu'un comme Senghor mettait Cheikh Tidiane Sy en prison, aujourd'hui, c'est devenu impensable de le faire. On ne peut même pas y penser, quelle que soit la gravité de la faute. On a eu des cas, mais aujourd'hui, en 2021, ce n'est plus possible. Alors, la rupture d'égalité face à la justice, les problèmes de constitution, je l'évoque même dans la préface en disant, et Mandiaye le souligne, la constitution, c'est que nous avons de plus en plus un problème avec l'écrit. Nous avons dans nos sociétés, fondées sur l'oralité, et à l'époque quand on disait que la parole donnée était fondamentale, aujourd'hui je ne sais plus, mais nous avons un problème avec l'écrit. On peut signer un papier et demain dire que je n'ai pas signé ce papier. On l'a vu avec la charte des assises nationales,
tant d'autres, et des personnalités qui donnent leur parole, qui signent. Après, ces personnalités vous disent qu'elles n'ont jamais signé cela, alors que c'est sur un papier et c'est signé. Donc notre rapport à l'écrit, qu'est-ce que c'est que notre rapport à l'écrit? Au moment où, véritablement, nous devons nous battre pour développer un système d'individuation, ce qui est en tout cas un aspect des sociétés modernes, mais à ce moment aussi, nous faisons face au communautarisme qui est en train de prendre le dessus sur la cohésion nationale. Qu'est-ce que c'est que la cohésion? Et il y a un chapitre qu'on devra absolument commenter, c'est à la page 124, par exemple, quand Mandiaye parle de l'unité nationale dans la cohésion et l'affaire de tous les patriotes sénégalais. Qui sont les patriotes sénégalais aujourd'hui? Est-ce que le patriotisme, à quoi renvoie le patriotisme? Comment se manifeste le patriotisme? Sommes-nous de vrais patriotes? Et je crois que ici, nous nous proposerons dans quelques temps, peut-être si le Covid nous le permet, nous laisse, de lancer une sorte d'agora pour que tout le monde vienne et qu'on discute véritablement de nos problèmes. On ne peut pas laisser l'espace public être infesté comme ça d'un discours anti-moderne, d'un discours anti-patriotique, alors que nous n'avons pas fini de construire notre vie. Je termine parce que je voudrais bien qu'on écoute les autres, je pourrais revenir sur certains aspects. Je suis étonnée, par exemple, de tout ce qu'on a reproché, et c'est le magistère de Abdoulaye Wade a aussi accéléré quelque part la citoyenneté. Je dis que s'il n'y avait pas un travail sur la citoyenneté entre 1968, je remonte à 1968, 1968 à 2000, on n'aurait jamais cette alternance. Et l'exemple le plus intéressant, c'est le vote des femmes. Pour la première fois, les femmes ont commencé à voter de façon autonome à partir de cette période. Et le travail de la société civile, le rôle des ONG, des médias, et tout cela, à mon avis, a permis une alternance exemplaire en 2000. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Et c'est ça qui est le paradoxe dans nos sociétés. Je disais toujours au Codesria, il faut qu'on fasse le bilan des alternances en Afrique. Une fois qu'on a eu l'alternance, on se rend compte que rien n'est consolidé. Rien n'est consolidé. À partir de 2000, on peut revenir sur un certain nombre d'éléments qu'on considérait comme acquis. Et on a baissé les bras dans beaucoup de domaines. Dans le domaine des droits des femmes, dans le domaine de la démocratie, certains aspects. Par exemple, Abdou Diouf, pendant la période de Diouf, on a eu beaucoup de réformes sur le plan institutionnel. Et ces réformes sur le plan institutionnel ont aussi permis aux citoyens d'aller très vite. Mais on a abandonné ces réformes sur le plan institutionnel. Quand il y a eu la crise de 1968, Senghor a apporté une réponse exemplaire. En faisant quoi? En créant le poste de Premier ministre. En créant le Club Nation et Développement, un espace de réflexion. En mettant sur pied le secrétariat d'État à la condition féminine après le vote du Code de la famille. Donc on voit qu'il y avait un chapelet de réactions pour répondre aux besoins et aux exigences des citoyens. Quand on a eu les années 80, avec les politiques d'ajustement structurel sur Diouf, il y a une pression extraordinaire sur l'État et Diouf a répondu par un certain nombre de changements sur le plan institutionnel. On a eu l'ONEL, je me souviens, on a eu CNRA, des institutions sur le plan, il est grand réformateur sur le plan institutionnel, et ça nous a permis aussi d'aller très vite dans les mutations. Après est venue l'ère Abdoulaye Wade, et c'est là où nous devons interroger véritablement l'alternance. Ce qu'on a pu faire pendant cette longue période de l'UPS, Parti Socialiste, ça, on a commencé à défaire un certain nombre de choses à partir de 2000. Et aujourd'hui, on le voit avec les événements de mars, début mars, nous attendons les véritables réponses par rapport à ces événements.
Sinon, si on ne porte pas de réponse, on va voir une radicalisation de la société et une sorte de négation de la citoyenneté en tant que telle. C'est là où l'actualité interpelle cet ouvrage, et cet ouvrage doit se réactualiser ou s'actualiser, si vous voulez, en fonction justement de toute cette transformation très rapide, et particulièrement de la violence multidimensionnelle, violence verbale, violence physique, violence économique, toutes sortes de violences, et c'est ça qui, à mon avis, va, si on y prend garde, non seulement remettre en question la citoyenneté, mais aller vers la désintégration tout simplement de la société. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sous forme d'introduction autour de ce livre qui mérite un véritable débat, parce que les problèmes que pose Mandiaye, ce sont des problèmes qui, à mon avis, demain, vont simplement se retrouver à la base de ce qui nous interpelle véritablement. La réponse n'est pas seulement politique. La politique oriente effectivement, mais elle est d'abord citoyenne. Ce que nous vivons, la réponse est fondamentalement citoyenne. On l'a essayé avec les assises nationales, qui ont été un temps fort pour redresser justement ou rectifier l'alternance en 2000. On le voit avec M23, tout ça. Mais on a vu la célébration de M23. Et là, je l'ai dit depuis le début, M23 n'est plus la réponse. À chaque situation, il faut inventer ce qu'il faut pour répondre. M23 est une réponse à une situation bien déterminée. Aujourd'hui, il faut autre chose. Donc, mais l'esprit est là, il y a une continuité dans la réflexion, l'action, mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi être inventifs. Sans plus tarder, je vais donner la parole au premier ou la première intervenante. Le premier intervenant, Souleymane Sissoko. Sissoko. Voilà. J'espère que ce n'est pas du PIT, hein? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier mon jeune frère et camarade Mandiaye Gaye. Je suis chargé de le présenter à la population, aux citoyens. C'est quelqu'un avec qui nous avons combattu de 57 à nos jours. Je vais parler d'abord de deux Mandiaye. C'est étonnant, vous me direz. Mais je parle d'abord de Gaye Mandiaye. Après, je vous parlerai de Mandiaye Gaye. Ça fait deux époques. Deux hommes, un seul combat. Mandiaye est venu à Saint-Louis habiter Ndiolofène. Il rejoint un groupe de copains, dont mon jeune frère, Boubacar Diallo, mes frères, Boubacar Sall et Maurice Pierre Si. À la création du PAI par Majmoud Diop en 1957, Mandiaye a pris sa carte très tôt pour participer à l'implantation des cellules du parti à Saint-Louis. En si peu de temps, ils ont fait un travail de maillage extraordinaire pour couvrir tout Saint-Louis, au point que Saint-Louis était considéré comme la ville du PAI de Majmoud Diop. Par leur travail méticuleux et coordonné, Mandiaye et ses camarades ont été appréciés
par Majmoud Diop et par les responsables d'alors, dont Madické Wade. Il a été envoyé avec d'autres à Moscou pour parfaire leur connaissance en matière de révolution. Quelques années après, il revient au Sénégal. Retour tumultueux, parsemé de trahison, de dénonciation et d'abandon. Mandiaye est resté ferme dans ses convictions. Alors, Mandiaye avait des amis. Boubacar Sall, Maurice, Boubacar Diallo. Et leur amitié, c'est pour vous dire seulement que c'est un camarade sincère, loyal en amitié. Et très reconnaissant de tout ce que ses amis ont fait pour lui. Alors, Mandiaye est revenu en continuant le combat avec ses camarades. Malgré les privations, malgré les persécutions, malgré les arrestations, malgré les tortures, Mandiaye a conservé le cap, a maintenu le cap. Il a toujours lutté contre l'injustice, quelle que soit la forme d'injustice. Et c'est quelqu'un qui était très sensible quand tu vois quelqu'un qui est traité injustement. Mandiaye a continué son travail de combattant pour la démocratie, pour la légalité. Il a cheminé avec des gens de valeur. C'est un homme de valeur, c'est un africaniste. Ce n'est pas un Sénégalais tout court. En 57, 59, 60, tous les combats du PAI, Mandiaye Gaye était présent pour la libération du peuple africain. Et ce devoir, il l'a maintenu. Malgré ce que je viens de dire, malgré les exactions du régime Senghor-Dia. Chemin faisant, après la dissolution du PAI, avec la création du PIT, il a continué son combat avec d'autres camarades aussi déterminés que lui, dont Ahmad Dansokho qui est son ami, Magatte Thiam également, Samba Diolde Thiam et autres. C'était au début des indépendances. Donc l'époque Gaye Mandiaye est terminée, c'était le colonialisme. Et c'est l'époque Mandiaye Gaye, c'est-à-dire notre indépendance. Pendant qu'on combattait pour l'indépendance,
on subissait tous les actions négatives du régime d'alors. Mais ça n'a jamais émoussé sa combativité, son engagement. Maintenant, l'indépendance, c'est fini le combat grenade lacrymogène contre cocktail Molotov. Mandiaye est entré dans le combat d'idées et de programmes. Ce qui fait donc, il s'est jeté dans l'écriture pour exprimer ce qu'il pense dans son tréfonds. Et la proposition pour que nous soyons de vrais citoyens, que nous soyons réellement indépendants par ces œuvres qui ont été préfacées par d'éminents intellectuels, dont Penda Mbow. Il est temps, je dis bien il est temps, que nous fassions notre introspection pour voir si nous sommes réellement des citoyens à part entière. Car nous vivons un régime rétrograde et j'ai peur qu'on retourne à la case de départ. Et je ne terminerai pas puisque madame nous dit il ne faut pas être trop long, mais je vais vous lire seulement ma conclusion. Chers compatriotes, Mandiaye Gaye s'est battu et continue à se battre contre l'injustice, la gabegie, les passe-droits, des délinquants de tous bords et de tous ordres. En somme, tous les maux qui gangrènent notre société. Avons-nous le droit de regarder stoïquement, nous les citoyens épris de justice et de paix, se dérouler quotidiennement devant nous des spectacles désolants de ceux qui sont censés nous servir au lieu de se servir? Camarade Mandiaye, j'espère et je souhaite que les nombreux homonymes suivent ta voie pour le développement intégral de notre pays. Je décerne une mention spéciale à notre brillante et vaillante et aimable épouse Ndeye Ndoye, qui nous a supportés tout le long, sans faille, sans se décourager, acceptant tous les coups que nous recevions. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous décrire ou bien retracer le chemin parcouru par un vrai patriote, Mandiaye Gaye. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher doyen. En vous écoutant, vraiment, j'ai eu un moment de nostalgie. Parce que simplement, vous avez cité des noms. J'étais très jeune, mais j'ai côtoyé beaucoup de ces personnalités. Je connaissais bien Majmoud Diop. À un moment, moi et Maman Koumba Diop, nous avions voulu écrire sa biographie. Mais j'allais souvent les samedis pour l'interviewer. J'avais enregistré beaucoup de cassettes. Malheureusement, il était sa vie d'exil, sa vie de comment on appelle ça, de militant traqué,
avait installé une sorte de paranoïa chez Majmoud Diop. Et il ne pouvait pas accepter le fait qu'on soit là, des intellectuels, pour vouloir écrire sa biographie. Et tout le monde sait que Momar Koumba est un éminent chercheur. Moi, je devais faire le travail véritablement. Sa paranoïa avait atteint un tel niveau qu'on n'a pas pu continuer l'entreprise parce qu'il pensait tout simplement qu'il y avait la France derrière nous pour nous instrumentaliser. Et il n'était pas tranquille. Alors, on a laissé tomber l'entreprise. Et c'est dommage parce qu'on allait faire un travail important sur un pan de l'histoire politique du Sénégal. J'ai toujours considéré Maguette Cham, je l'ai appelée la semaine dernière parce que sa femme était une grande amie. Et je me disais que je ne l'entends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de l'appeler. J'avais toujours considéré que quelqu'un aussi comme Samba Julde Cham fait partie des plus grands intellectuels politiques de ce pays. Nous tous, nous avons été nourris vraiment à travers Andesokpi, etc., tous ces écrits-là, ces éditoriaux. Et le PIT, c'est, à mon avis, l'intellectuel collectif le plus important de ce pays. Brenaïla LD et d'autres, Andedjef, qui s'est illustré à travers les organisations de femmes et les ONG et tant d'autres. Donc vraiment, c'était un moment extraordinaire où on croyait à l'engagement. Et donc j'ai été très nostalgique. Et pour les jeunes qui ne se rendent pas compte de ce que signifie Gaye Mandiaye et Mandiaye Gaye, c'est parce que pendant la période coloniale, on mettait avant le nom de famille et ensuite le prénom. Moi, quand j'allais au CI, ma mère était là, on a appelé Mbo Penda, elle attendait, parce qu'elle ne savait pas que c'était la même chose que Penda Mbo. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important. Mandiaye s'est nourri au moment vraiment de la lutte anticoloniale. Et c'est beaucoup. Il a dit quelque chose qu'il faudra absolument relever. On fait toujours la différence entre Senghor et Mamadou Dia. Et ça, c'est un pan de l'histoire. Mon mari disait à quelqu'un, il faut faire un colloque sur la relation Senghor-Dia. Parce que nous mettons en avant les sentiments et nous ne faisons pas un travail véritable, historique, objectif. Et il faut peut-être faire le travail objectif de l'histoire politique du Sénégal. Je suis très contente de partager cette table avec le docteur Aminata Sarr Malik, d'abord, et les femmes et les jeunes. Et il faut absolument assurer la relève. Et les journalistes, donc une médiatrice de l'espace public. Et comment elle perçoit cet ouvrage de Mandiaye, c'est extrêmement important pour nous, pour voir si le travail qui est fait sur la citoyenneté a pris, qu'est-ce qu'il faudra aussi pour assurer la relève et que des gens comme Mandiaye se rendent compte qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Aminata, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, c'est un véritable plaisir de me retrouver ici parmi vous pour présenter l'ouvrage de M. Mandiaye Gaye, un monsieur pour qui j'ai énormément d'admiration et d'affection, car nous partageons cet amour patriotique pour le Sénégal que nous voulons construire, chacun à sa manière. Alors, messieurs, dames, en vos rangs, grades et qualités, en vous adressant mes salutations les plus respectueuses, je m'en vais sans plus tarder vous présenter dans une vision panoramique l'essentiel de cet essai de 338 pages, tout en reconnaissant que l'on ne saurait prétendre à l'exhaustivité. Définissons d'abord le concept. Qu'est-ce que la citoyenneté? On peut la comprendre littéralement comme les droits et devoirs d'un citoyen vivant et respectant la cité. Partant de ce postulat, l'auteur, dans sa volonté de faire un témoignage utile pour la postérité, se livre à un diagnostic de la citoyenneté sénégalaise qui aujourd'hui suscite nombre d'interrogations, d'où l'usage du terme problématique. En effet, l'auteur procède à la relecture de nos institutions, qui sont souvent en déphasage avec nos réalités sociales plutôt, en raison de notre héritage colonial
Il dévoile également la rupture du contrat de confiance entre la classe dirigeante et le peuple. Il remet en question le fonctionnement de la société civile et dénonce d'une part le comportement vicieux des politiciens qui ont les mains sales, pour reprendre Jean-Paul Sartre, et qui pataugent, bien entendu, dans des scandales fonciers et financiers. D'autre part, le laxisme du citoyen qui ne s'imprègne pas souvent de la gestion de ses biens, manquant ainsi à ses obligations civiques, entre autres. Clame-t-il à la page 135, je cite, « Les Sénégalais doivent comprendre, maintenant que leurs conditions difficiles de vie n'ont qu'un seul responsable, c'est le pouvoir prédateur actuel, cupide et inhumain, qui sans état d'âme les pressure. » Fin de citation. Ainsi, le doyen tente-t-il de répondre à plusieurs questions qui gravitent autour de la citoyenneté en prenant comme prétexte le Sénégal des années 2000, sous l'ère de Maître Abdoulaye Wade, afin de porter à l'attention de ses lecteurs le véritable sens de la citoyenneté, prenant appui au passage sur son expérience de la chose politique. Et mieux encore, après un diagnostic minutieux de la société sénégalaise sous l'an 2000, le doyen Mondiaï propose des solutions pour penser la plaie de la citoyenneté au Sénégal, laquelle passe par la primauté du débat constructif sur les querelles plutôt, basées sur l'acceptation de la contradiction et du respect de la liberté d'opinion. Ce qui fait de l'œuvre de M. Gueye une sorte de répertoire d'idées. L'homme de gauche, combattant inlassable des libertés, va tenter de répondre à plusieurs questions que j'ai pris la liberté de formuler ainsi. Comment exprimer nos divergences en société tout en étant unis? Comment créer du commun à partir du différent, en mettant au-dessus de tout la patrie? Quelles leçons tirer, bien entendu, des erreurs du Sénégal de l'an 2000, des interrogations qui sont à l'heure actuelle les préoccupations de gens conscients des enjeux? Selon M. Gueye, les enseignements de la première alternance au Sénégal ont été à l'origine de terribles révélations. Car il écrit à la page 110, je cite, « Nous avons eu droit à une gestion libérale, sauvage et archaïque dans l'enveloppe d'un régime autocratique. » Fin de citation. Donc, selon l'auteur de l'essai, nulle citoyenneté possible si les dirigeants adoptent des pratiques démagogiques et antidémocratiques, comme l'impunité des crimes politiques, facilitée par la loi Ezzan, l'escroquerie ou le détournement de deniers publics. Ce qui renseigne sur l'extrême probité, bien entendu morale de l'auteur. Va-t-il renchérir à la page 133, je cite, « Les chefs d'État africains sont encore au service des puissances étrangères qui pourtant sont au service de la pauvreté endémique du continent africain pour l'avoir pillé à fond pour leurs intérêts propres. » Fin de citation. Le doyen fait surtout le plaidoyer pour une meilleure autonomisation de la femme, socle de tout un pays, et pour leur intégration massive dans les instances de décision, afin de renverser la tendance actuelle de domination des cadres masculins sur les cadres féminins. Car il nous faut plus de Mme Pendembo, de Maïmouna Kane Touré et Mme Moussoukoro Sarro, dévouées pour les causes sociales, luttant farouchement contre l'injustice. Mme Moussoukoro, dit-il, avait pris le risque, après la dissolution du PAI, d'héberger pendant 2 ans sous son toit des opposants politiques activement recherchés par la police de Senghor, notamment Seydou Cissokho, Madické Wade, Alla Kane et d'autres. Dans ce livre, donc, un pan de l'histoire du Sénégal nous est raconté. À cet effet, le doyen estime qu'il faudrait transformer progressivement la quantité de femmes en qualité par le biais de l'éducation. Il ne manque non pas de citer l'acte de patriotisme et de bravoure de la matrone, qui joue un rôle essentiel dans la société, en aidant des femmes démunies et sans assistance de l'État à donner la vie, sans pour autant que son acte soit reconnu à sa juste valeur. Parlons de l'éducation, qui est la clé de la construction des nations. Il cite le centre principal d'éducation à la citoyenneté de la jeunesse sénégalaise, ainsi qu'il définit bien entendu l'éducation. Pour reprendre son expression, il condamne l'abandon à son sort par les régimes qui se succèdent de l'école publique sénégalaise. Également, lieu d'inégalité des chances et surtout la banalisation du culte de l'excellence. Il dénonce l'état de vétusté des établissements d'enseignement et l'existence indigne des abris provisoires pour les fils et filles de ce pays. C'est pourquoi il suggère qu'elle doit fonctionner selon les règles républicaines et que tous les enfants doivent y être en parfaite égalité de traitement. Il propose l'enseignement également de nos langues nationales à partir du primaire, car son absence dans l'enseignement depuis 50 ans constitue un handicap majeur pour nos enfants.
Il recommande entre autres que plus de moyens soient donnés à l'école et à l'armée, ce qui se trouve résumé dans cette déclaration à la page 201. Je cite, « Aucun changement ne pourra se faire facilement en dehors de l'unité des forces démocratiques organisées dans un cadre idéal avec la ferme détermination et la volonté de changer. » Fin de citation. Avant de conclure, car il faut vous donner l'envie d'aller acheter l'ouvrage, pour moi, la lecture des événements du mois de mars, dont parlait tout à l'heure le professeur Penda Mbow, aujourd'hui, il faut comprendre également par citoyenneté le respect également des libertés citoyennes et que la citoyenneté implique de faire également justice pour nos martyrs tombés au combat. Un citoyen qui tient le drapeau national à sa main, qu'a-t-il fait pour mériter une balle? C'est la question qu'il faut se poser. Pour conclure, mesdames et messieurs, je dirais qu'en ce 21e siècle, où partout souffle en Afrique une ère de révolution et de changement, due à l'aspiration citoyenne des peuples à la souveraineté et au respect des libertés citoyennes, situation qui devrait faire réfléchir tout gouvernant à qui cette essai rappelle que le pouvoir humain est périssable. Parler, lire et faire lire problématiques de la citoyenneté au Sénégal offre des perspectives lucides pour mettre notre pays sur les rails du véritable développement. Et bien entendu, tout en nous réunissant autour des valeurs fortes qui fondent une république, une démocratie et une citoyenneté exemplaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Aminata Sarr. Politique. Donc je crois que vous allez suivre ces traces. Et merci pour cette lecture très, je ne dis pas tout à fait complète, mais en tout cas qui nous donne une vision large de l'ouvrage de Mandiaye Gaye. Je suis tout à fait d'accord avec votre approche. Mais moi, les questions que je me pose, parce que je suis dans l'espace politique depuis très longtemps, de façon très précoce. On parlait des nervis et quelqu'un rappelait l'assassinat de El Lebo. Je devais avoir 5 ans, 6 ans, très jeune, et j'ai assisté à l'assassinat de El Lebo parce que ma mère m'avait amené avec elle à ce meeting-là. Et on l'avait mis, le corps de El Lebo, dans un car rapide. Les cars rapides là. Et moi, je voyais mes jeunes frères encore chanter El Lebo Tenga Daoubade, etc. Ça veut dire que l'histoire de ce pays, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous l'avons connu d'une manière ou d'une autre. Mais moi, la grande question que je me pose, pourquoi en Afrique, sur certains aspects, nous n'avançons pas, surtout sur les questions politiques et démocratiques. Les années 90 étaient des années qui avaient porté un vent d'espoir. Je ne parle pas du Sénégal parce que l'exception sénégalaise était encore là, mais rien que les conférences nationales à travers beaucoup de pays, le Bénin, le Niger, beaucoup de pays qui ont connu la conférence nationale avaient fait faire un bond à la démocratie dans certains pays. Et le Sénégal était très en avance sur beaucoup de sujets. Et ce que Mandiaye décrit dans son livre est justement ce qui a manqué véritablement à notre pays. Nous avons connu, et il le décrit aussi, l'État jacobin, où j'en parle dans la préface, qui est venu en surimposition sur notre société. L'État jacobin, né au 19e siècle, en Europe, dans une société industrialisée avec les idéologies, et sans qu'il y ait une véritable transformation de notre société. Nous avons une société, c'est encore plus flagrant aujourd'hui, où nous avons une superposition de plusieurs sociétés qui ne dialoguent pas forcément. Et il n'y a pas cette révolution sociale fondamentale pour transformer la société et l'amener au niveau de l'État ou amener l'État vers la société.
l'Europe a connu une série de mutations à travers des révolutions et les guerres mondiales, et nous n'avons pas connu ça. Et c'est là où la construction citoyenne est essentielle pour nous permettre d'aller vers la modernité et les transformations. Malheureusement, au lieu de faire un bond à notre société, je crois que c'est lié aux crises, à l'absence de perspective d'une jeunesse de beaucoup, nous n'avons pas atteint ce niveau de transformation. Moi, je me suis engagée dans la société civile en me disant que nous ne pouvons pas faire les mêmes types de révolutions que les Occidentaux, mais nous pouvons transformer notre société. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société s'est transformée? Mandiaye, est-ce que la citoyenneté permet aujourd'hui d'avoir ce brassage et le citoyen qui nous permet de nous relier directement à l'État et d'avoir ce rapport État-citoyen? Ça, c'est la première question peut-être que je vous pose. Ensuite, vous parlez de régime autocratique. Régime autocratique, pourquoi? Moi, je pense que nous avons beaucoup combattu, et Mandiaye en parle dans son livre, pendant la période de Wade, combattu un phénomène, le phénomène, la personnalisation à outrance du pouvoir. J'ai même fait un texte pour Journal of Democracy sur ça. La personnalisation à outrance du pouvoir et la patrimonialisation du pouvoir sont deux éléments. Aujourd'hui, tout le monde parle de Karim Wade, de Karim Wade, de Karim Wade. Je me dis, écoute, quand on est hors du pouvoir, on est blanchi en quelque sorte. Mais il revient sur le cas Karim Wade. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu et souffert? On a assisté pour la première fois au Sénégal à une sorte de privatisation du pouvoir, de l'État. L'État au service d'intérêts exclusivement personnels. Exclusivement personnel, des sociétés qu'on fait faire faillite à des sociétés comme pour les racheter à vil prix au service d'intérêts strictement privés. Ce qu'on a vécu entre 2000 et 2012, c'est comme plus un siècle, je ne sais pas de quoi. Et aujourd'hui, on oublie tout à partir du moment où on n'est plus au pouvoir. Ça, c'est une question, c'est-à-dire le manichéisme qu'il y a dans ce pays, il faut aussi qu'on l'interroge. Donc, Mandiaye, ça c'est ma deuxième question pour relancer le débat. Et là, effectivement, je suis d'accord sur la banalisation du culte de l'excellence. C'est encore plus grave chez les femmes. Je ne parle même pas de banalisation, mais l'absence de visibilité des femmes. Pourtant, elles sont partout. Elles excellent dans tout. Mais ça veut dire que le pouvoir reste fondamentalement masculin dans notre société. On recycle les luttes des femmes, on les recycle pour le renforcement du pouvoir des hommes, je le dis, depuis plusieurs décennies. Alors il y a là tout un travail à faire. On parle de respect et le livre de Mandiaye, je crois que si on prend le temps non seulement de les lire, mais de discuter chaque problème qu'il pose, on voit que nous sommes là en face et en présence de ce qui nous interpelle tout le temps dans notre société. Et on ne peut pas réduire aussi la vie d'un pays, d'une société à la lutte politique exclusivement. Mais lutte politique pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Est-ce que c'est une lutte politique pour une transformation de l'état de la citoyenneté ou est-ce une lutte politique pour l'accès au pouvoir? Ça, ce sont des grandes questions que Mandiaye a posées. Maintenant, je lui donne la parole. Merci beaucoup, Penda. Merci aussi Aminata et mon grand frère Souleymane Sissoko. Je remercie tous les amis qui sont venus ici à cause de ma personne. Je ne vous remercierai pas assez, mais ça m'a fait un grand plaisir. Je remercie aussi Penda, comme elle a dit, c'est une amie de longue date. Depuis que nous nous sommes quittés, à chaque fois, elle a été disponible pour moi et quand je la sollicite, elle est toujours à côté de moi. Donc je lui dois des remerciements. Mademoiselle Aminata, on s'est connus récemment, mais quand je lui ai demandé de me faire ce service-là, elle a accepté sans hésitation. Donc l'autre maintenant, c'est mon grand frère. Il a été notre protecteur avec son jeune frère. Nous étions des bambins et pas tout à fait tranquilles. On taquinait les gens. Mais quand quelqu'un voulait nous frapper, on l'appelait tout le temps et il se dressait entre nous et notre. Donc, ce remerciement, vraiment, il nous a
éduquer, suivre, rectifier et tout, etc. Et je vais dire une chose, la mère Moussokoro qui est dans le livre, c'est sa maman. C'est sa maman. Et la maman de l'autre là, elle aussi c'est une grande dame. Elle n'est pas intellectuelle, mais elle était d'un courage extraordinaire. Ce qu'elle osait faire, beaucoup d'hommes n'osaient pas le faire. Et aucun homme n'osait se mettre devant elle pour se marcher. Elle était prête à se battre et tout ça. Elle nous a servi. Donc, comme je l'ai dit dans le livre, à héberger pas Majmoud Diop, mais Madické Wade, Seydou Sissoko et tous ces gens-là. Lorsque la police de Senghor était à la recherche. Et pourtant, sa demeure, c'est tout juste à côté de la police de Sor. Donc, c'était un grand risque qu'elle courait. Mais son courage a fait qu'elle a réussi. Tout ça, ce centre, nous lui devons des remerciements. Et c'est des figures comme ça qu'il faut faire connaître. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, la problématique de la citoyenneté au Sénégal, a beaucoup retenu mon attention. J'ai pendant longtemps réfléchi à cette situation. Et c'est ce qui m'a amené, disons, à, comme je l'ai dit, consigner, disons, ma réflexion dans cet ouvrage pour partager cela avec, disons, tout le monde. La citoyenneté, en effet, est une question fondamentale qui est toujours au cœur de la République. Et voilà pourquoi l'éducation citoyenne ou civique des populations pour en faire des citoyens accomplis est d'une importance capitale dans la République. Et une République qui est sans véritable citoyen n'est qu'un mirage et c'est fictif. Parce que la République, c'est d'abord les citoyens. Et ces citoyens, ils sont d'une égalité parfaite devant la loi, devant tout ce qui appartient à la République. Ce que nous n'avons plus aujourd'hui dans cette République, à cause des inégalités sociales qui sont criardes, où l'on voit, Penda vient de le dire, nous avons deux types de citoyens. Et je prendrai par exemple certains qui ont le privilège d'être mis à part. Ils sont des citoyens presque à part. Quelle que soit leur faute, ils ne seront jamais traduits. Avant, c'était moins technique, mais actuellement, c'est plus dramatique. C'est plus dramatique. C'est des faits concrets, avérés. Le gars est là, mais personne ne le prend. Donc, ça dit que nous avons une république avec deux types de citoyens et qui se fonde sur une inégalité qui n'est pas acceptable dans une république. Donc nous avons affaire et nous devons travailler pour rétablir la situation. Parce que ce que nous vivons ne peut pas continuer. Nous allons droit vers le mur, où après, seuls ceux qui ont la force, les moyens et autres, ou qui sont au pouvoir, vont dominer éternellement, ou en tout cas, vont, comment dirais-je, assurer leur suprématie sur les restes de la population. En vérité, les régimes qui ont vécu jusqu'à présent ne s'étaient pas préoccupés, je peux dire, à la citoyenneté et cette question fondamentale. Ils ont fait de sorte que l'essentiel c'était qu'ils demeurent au pouvoir, qu'ils jouissent des délices du pouvoir, et le reste, c'est-à-dire que le reste de la population et la majorité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en compte pour les mettre au même pied d'égalité que le truc. Parce que c'est une question de fonction. Certains assument des fonctions, de hautes fonctions au niveau de la République, mais ils doivent être au même pied d'égalité que les autres citoyens. Alors c'est ça qui ne se fait pas actuellement. Et l'on constate bien, aucun moment de la gestion du pays, la citoyenneté n'a été soumise, était comme un souci ou une préoccupation majeure des dirigeants pour former sur de nouveaux types de citoyens sénégalais qualitativement supérieurs. Alors que l'éducation citoyenne est une question fondamentale en République.
dans le but de bâtir un état de droit pérenne avec des citoyens au vrai sens du terme. L'état actuel de la citoyenneté montre clairement que les pouvoirs successifs au Sénégal n'avaient pas inscrit en bonne place l'éducation citoyenne comme une tâche permanente, majeure et prioritaire dans leur agenda. C'est ainsi que la formation de nouveaux types de citoyens sénégalais aptes à servir sa patrie a échoué lamentablement. Il est indéniable que c'est une nécessité absolue de disposer de citoyens conscients de leurs responsabilités, en grand nombre, et aptes à veiller à la marche convenable de la République, en conformité avec la Constitution, dans le cas des pouvoirs quasiment monarchiques comme le nôtre. Mais que les Sénégalais ne se fassent pas d'illusions. Atteindre un tel objectif si louable, à savoir disposer d'un peuple de citoyenneté, de citoyens accomplis et patriotes, exige une éducation citoyenne permanente de la population sénégalaise à travers des institutions habilitées comme je l'ai indiqué dans le livre, c'est-à-dire à partir de la cellule familiale, de l'école, de l'armée et en dernier ressort de la société pour la consolidation de cette citoyenneté. Malheureusement, certains citoyens ont fini par leur indifférence à ce qui se passe dans la société, à se marginaliser et ne plus considérer même les événements ou les situations les plus graves qui arrivent au pays. Les gens semblent ne pas considérer pour lever le petit doigt ou agir dans le sens, disons, de rétablir l'ordre ou de défendre ce qui est droit, ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Cette situation a donc permis aux gouvernants de gouverner comme bon leur semble, parce qu'ils n'ont pas en face une force réelle, une force, disons, solide, organisée et capable, disons, de les empêcher d'agir comme ils veulent. Donc, ils avaient la voie libre, presque de faire comme bon leur semblait, à cause de l'absence de cette force, de cette résistance. Parce qu'il faut que aussi, quand il y a un pouvoir, qu'il y ait en face des forces organisées, particulièrement des citoyens qui savent au moins quel est leur devoir, quel est leur droit et quelle est leur responsabilité. De ne pas croiser les bras face, par exemple, à un pouvoir, comme on dit, autocratique, qui fait ce qu'il veut tant que les gens ne bougent pas. Alors, c'est ça le problème et je crois que nous devons nous y mettre pour essayer de le régler. J'ai souligné dans l'ouvrage quelques dérives dont les unes sont plus graves que les autres. Celles-ci proviennent du laxisme des pouvoirs autocratiques qui ne pensent qu'à leur intérêt mesquin et non à ceux de leur peuple. Et ce genre de pouvoir antidémocratique perdure et s'éternise parce que à notre pays, forces vives, progressistes, citoyennes, comme sentinelles pour faire face. C'est ainsi que ce dernier règne en maître absolu dans le pays. Instaure un État avec une impunité sélective en faveur d'une caste de privilégiés. Je souligne aussi l'existence d'une inégalité sociale inacceptable, très grave au Sénégal, et deux catégories de citoyens de fait, qui ne reposent sur aucune base légale, n'est-ce pas l'intérêt, n'est-ce pas de l'hérésie dans une république supposée consacrée. Disons de manière nette et claire, les exorbitants privilèges que les pouvoirs en place attribuent à une partie de la classe maraboutique au Sénégal, sans aucune base légale,
pose un sérieux problème. Et celui-ci n'est pas loin d'être un enrichissement illicite ou une corruption déguisée. Et c'est du point de vue de l'islam, Penda va me dire, ces faveurs sont des ribas. Parce que leur origine est presque douteuse. Et elles ne sont mentionnées sur aucun budget de l'État. Mais le plus grave, c'est que le nombre des bénéficiaires s'accroît sans cesse et leurs sollicitations excessives, fréquentes et de caractère personnel, puisqu'elles n'ont aucun rapport direct avec l'entretien des lieux de culte ou de la religion en tant que telle. Cet état de fait ressemble à une collision entre le pouvoir temporel et le pouvoir maraboutique, et à des fins économiques personnelles au détriment des populations qui, dans le même temps, manquent de tout. En outre, le fait que ces derniers soient considérés, soient dotés d'un statut particulier de citoyen, à part, non prévu dans la Constitution, montre quel genre de république bizarre est le Sénégal. Toutes nos anomalies sont donc liées à cette question lancinante de la citoyenneté qui continue de se poser encore avec acuité au Sénégal. Cette question doit trouver dans les meilleurs délais une solution définitive, juste, radicale, dans le respect strict de la Constitution, c'est-à-dire le respect de l'égalité parfaite sur un pied d'égalité entre tous les citoyens du Sénégal. Probablement, la lecture de l'ouvrage vous permettra de vous rendre compte de l'archaïsme de l'État du Sénégal sur la question de la citoyenneté. Par ailleurs, le Sénégal tend curieusement à devenir ce pays où les vices prennent maintenant le dessus sur les vertus. C'est-à-dire une société dans laquelle sont dorénavant les citoyens les moins vertueux à tout point de vue, qui gouvernent l'écrasante majorité des honnêtes citoyens. Dans une société humaine normale, un tel état de fait est un monde à l'envers, à savoir une gouvernance nauséabonde de certains dirigeants que naissent toutes sortes de tortuosités. Voilà pourquoi la présence de la corruption à tous les niveaux de la société au Sénégal ne devrait plus étonner personne. Malheureusement, l'éducation nationale, et précisément l'école publique, est victime aussi de ces maux. C'est ainsi que l'école publique sénégalaise est abandonnée à son sort, ce qui a eu comme conséquence logique une baisse vertigineuse du niveau des apprenants et consécutivement de la qualité de l'enseignement public au Sénégal. Et ainsi, toutes sortes de malversations et vices se trouvent aujourd'hui au Sénégal. Du fait de son environnement favorable, par exemple la fraude, la concussion et d'autres maux comme l'insécurité publique qui est à son paroxysme et liée à une violence exercée par des marginaux désœuvrés
de par le monde. Aucun pays n'est encore parvenu à se hisser au sommet du développement avec des réalisations significatives et des progrès socio-économiques en faveur des populations en l'absence de dirigeants compétents, vertueux, patriotes, intègres, désintéressés de l'enrichissement illicite. En effet, changer le Sénégal qualitativement exige des citoyens accomplis, avec des qualités avérées, comme dirigeants à la place de certains dirigeants corrompus et avides de richesse. Oui, il est nécessaire d'avoir des dirigeants qui n'ont pour souci que la satisfaction des besoins vitaux de leur peuple, à savoir des citoyens à l'image de ceux du peuple des assises nationales, qui, sous la direction clairvoyante et démocratique, faite de consensus du président Mokhtar Mbow, ont fourni gracieusement leur savoir-faire et expertise et ont fait une démonstration de leur patriotisme incontestable pour la cause nationale. Donc, tout le contraire de ceux qui convoitent le pouvoir uniquement pour jouir de ses délices, comme ceux-là qui l'ont exercé jusque-là. Et l'on ne peut trouver des dirigeants de telle qualité qu'au sein des citoyens pétris de valeurs humaines essentielles, de civisme et de patriotisme, c'est-à-dire ceux pour qui servir leur pays est un devoir, voire un sacerdoce. Voilà pourquoi les forces vives de progrès et patriotiques du Sénégal, qui veulent réellement mettre fin aux souffrances insoutenables que le peuple sénégalais est en train de subir, doivent aller à l'essentiel pour pouvoir repartir du bon pied, à savoir réaliser l'unité la plus large des forces vives, progressistes et patriotiques, et cela dans le cadre d'une démocratie dépouillée de tout égoïsme et d'égocentrisme, pour le seul et unique but de la sauvegarde des intérêts du peuple sénégalais. Pour gagner du temps, ces forces vives et progressistes devront se départir de tout opportunisme pour mettre en œuvre avec intelligence et pragmatique les conclusions des assises nationales pour la bonne gouvernance et les recommandations de la CNRI pour des institutions fiables. Je vous remercie de votre attention. Nous allons ouvrir peut-être le débat pour quelque temps. Merci Maniaï d'avoir présenté et insisté sur certains aspects qui sont aujourd'hui à la base de la fragilisation, surtout de notre société, mais de notre système de façon globale. Je crois que la société sénégalaise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de relever les véritables défis qui nous interpellent. La société et notre système, sur tous les plans, a atteint ses limites. Elle ne peut plus continuer. Et il nous faudra absolument avoir le courage de créer des ruptures profondes. On le dit depuis un certain temps. Je prends un exemple. On parle beaucoup de corruption au Sénégal. Mais je pense que la base de la corruption, c'est dans la société elle-même que se trouve cette corruption. Tous
tous nos rapports sociaux, toutes nos relations sociales sont basées sur l'argent. Le système du don et de contre-don qu'on connaissait, qui a été étudié par les anthropologues pendant très longtemps, ce système de don et contre-don est dévoyé. La problématique de la stratification sociale qui reposait sur une forme de clientélisme, cette problématique a pris d'autres allures. Le système de caste, ici on a fait beaucoup de progrès, il y a eu des débats qu'on a menés dans les temps sur les castes, etc. Mais ce système est complètement dévoyé. Pour rien au monde, certains ne renonceront pas à leur statut de caste, parce que ça leur donne des privilèges qu'aucun autre ne peut avoir dans cette société. On a le système des castes, le système de don et contre-don qu'on retrouve à travers les échanges, mais aussi la hadiya, beaucoup de formes, si vous voulez, de relations basées sur l'argent. Je prends un exemple. Au Sénégal, tous les mois sont des mois où il faut absolument donner de l'argent. Tous les mois que Dieu fait. Pendant la Korité, pendant le Ramadan, il faut donner le soukar koor. Parfois c'est très bien. Il faut donner le laaxu kori. Quand on sort de cette période, il y a la tabaski. Après, on a les cérémonies familiales, les cérémonies religieuses, les cérémonies familiales, les rapports entre aînés et cadets. Tous les rapports dans ce pays sont des rapports fondés sur de l'argent. À telle enseigne que la société ne peut plus fonctionner parce qu'on a atteint un point où on ne peut plus continuer. Je me souviens, il y a quelques années, on expliquait qu'en 2000, il y avait quelques manifestations religieuses, en tout cas, il y avait près de 700 manifestations religieuses où l'État devait intervenir sous forme de participation, etc. Mais maintenant, il y a, je ne sais pas, plus de 2000 manifestations religieuses. Et les manifestations religieuses sont au cours de l'année. Et tout l'argent qu'on utilise, et c'est de l'argent improductif qui ne rapporte, improductif, qui ne sert pas à créer des richesses, tout cet argent, on le met à la disposition de ces manifestations. On loue des chaises, on loue tout. Mais est-ce que cet argent, on aurait pu l'utiliser? Maintenant, on se rend compte qu'on a besoin d'argent pour notre système de santé. On a besoin d'argent pour notre système éducatif. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est là où la société veut qu'on mette l'accent? C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, il y a une véritable pression sur l'État. Est-ce que l'État a les moyens pour faire face? Parce que ce qu'on demande, la société, les demandes de la société, qu'est-ce qui est prioritaire? Et nous devons nous regarder les yeux dans les yeux pour avoir de véritables débats. Et moi, je pense que si j'avais la possibilité d'appeler tout le monde et qu'on pose ce type de débat, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, et que toute la société qu'on mette la société devant ses responsabilités et qu'on fasse des choix et des ruptures. On peut multiplier les exemples à n'en plus finir. Il y a des exemples à n'en plus finir. Ce pays ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière. Et plus nous avançons, plus nous aurons des défis à relever. Rien que la pression démographique qui nous interpelle, et je crois que Mandiaye l'a évoqué quelque part, la pression démographique nécessite un autre type d'encadrement de notre jeunesse et dans notre société. Est-ce que les institutions républicaines que sont l'école et l'armée seront en mesure aujourd'hui de procéder à cet encadrement? Les partis politiques ont fait faillite, ils ne le font plus. Même les daïres qui sont liés à ce que je considère comme le néo-soufisme, Badian pourra en parler, comme le néo-soufisme, ce type de daïra, dans les années justement 80, on avait beaucoup soutenu le mouvement Moustarchidine, le Hizb ut-Tarqiyyah. Après, ce sont les Béto, les Kara, ont contribué à un endiguement de la jeunesse, mais ça ne peut plus, ça ne marche presque plus aujourd'hui. Tout ça ne marche plus. Alors il faut qu'on s'asseye quelque part pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Et que les partis politiques aussi réfléchissent en leur sein. Si les partis ne sont plus en mesure de faire ce travail d'encadrement de la population, est-ce qu'on doit encore continuer à nous faire représenter à partir des partis politiques dans nos institutions politiques? Ça, c'est la grande question qu'il faut qu'on se pose. Donc il y a énormément
tellement de sujets sur lesquels nous devons discuter. On l'a fait au sein des assises. Maintenant, les changements sont tellement rapides et tellement foudroyants qu'on peut même aller au-delà et reprendre tout ce qui a été dit. Mais notre société, en tout cas, telle que je la vois, elle ne peut plus continuer à faire face. Et les réponses qu'il faut apporter, personne n'a encore véritablement pris le courage entre ses deux mains pour apporter les réponses qu'il faut. Donc on ouvre le débat. S'il y a des gens, Bodian, tu veux la parole? Oui. Ok, allez-y. Vous êtes? Non, c'est... Ah, Diante, d'accord. Je me réjouis vraiment de cette rencontre, de cette présentation de livre qui nous replonge dans nos anciens cours d'éducation civique. On nous rappelait que les citoyens d'une nation ont des droits et des devoirs. Et parmi ces droits, il y a des droits civiques, c'est-à-dire qui leur donnent la possibilité, au-delà du fait de voter ou de se faire élire, d'avoir ou de jouir de ces libertés, notamment la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté religieuse, mais aussi la possibilité offerte de jouir des chances égales d'accéder à l'emploi. Il y a aussi les libertés politiques, de pouvoir participer à un parti politique, à une association, et nous on l'a fait avec le mouvement citoyen, et aussi la possibilité de pouvoir donner son opinion dans l'espace public. Mais le plus important, et je crois que beaucoup de gens n'insistent pas là-dessus, c'est les droits sociaux, c'est-à-dire la possibilité offerte aux citoyens d'avoir un accès égal aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, les infrastructures. Mais dans votre exposé, j'ai l'impression qu'on a une rupture d'égalité à tous les niveaux. Et nous avons aussi l'impression que les citoyens se consolent dans une certaine inertie et refusent de sortir de leur forteresse d'indifférence. Mais nous remarquons aussi que de plus en plus, les gens sont en train de prendre conscience de leur capacité à faire évoluer les choses et que cette citoyenneté n'est pas finalement inactive et qu'il y a une dimension d'activité. Mais le seul bémol, c'est que cette mobilisation pour le changement n'est pas encadrée. Tout à l'heure, Mme Pernambeau, vous l'avez dit. C'est que les partis politiques sont sclérosés et n'ont plus cette capacité à être les réceptacles de doléances des populations, si bien que nous assistons à une prise en charge de ces préoccupations par les populations elles-mêmes, qui s'adonnent à des sortes de révolutions du chaos. Mais comment aujourd'hui aller résolument vers un encadrement de cet élan de changement qui bouillonne dans l'esprit ou même dans les initiatives portées par les citoyens isolés, et aller vers la construction d'une citoyenneté participative, mais en même d'apporter les transformations en profondeur dans notre société. Et je crois que c'est ça la question fondamentale qu'il faudrait se poser. Comment transformer cette citoyenneté en une citoyenneté productive et non en une citoyenneté destructive. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bodian. Il fait partie de la relève du mouvement citoyen. Je leur passe le flambeau pour le mouvement citoyen. Je donne la parole à M. Diante. Syndicaliste, politicien maintenant. Merci, c'est la voix, hein. Madame le professeur. Je vous salue avec déférence pour l'intellectuel que vous êtes. Je félicite également l'auteur du livre, M. Mandiaye Gaye. Je commencerai simplement par lui dire que je ne fais pas partie de ceux qui vous connaissent. Je suis venu parce que simplement j'ai vu que votre livre traite de la citoyenneté. Et je pense qu'aujourd'hui, la restauration de la citoyenneté, des valeurs fondamentales de la citoyenneté est devenue une demande sociale. Le constat est fait par nous tous qu'il y a un anéantissement des valeurs de la citoyenneté. En tant qu'enseignant, très au fait des curricula, je considère que l'école a une part de responsabilité dans cet anéantissement des valeurs fondamentales de la citoyenneté. Je rappelais à un ami que nous commencions nos journées de classe par l'éducation civique. Je crois que Mme Aminata Sarr l'a dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce sont des disciplines qui ont disparu des curricula et qui sont remplacées par d'autres dont la dénomination pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, voir également le comportement de certains de nos élus qui incarnent des institutions,
ces comportements laissent à désirer. Est-ce que cela veut dire que c'est le pouvoir qui a fait ses effets sur eux, ou bien est-ce que c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bien préparés avant d'exercer le pouvoir? À ce niveau, je pense que c'est ça, en tout cas pour Madame le professeur, qui nous a conduit, nous, à créer un mouvement dénommé Mouvement pour une citoyenneté engagée Andu Nawlé. Et nous sommes venus partager avec vous vos réflexions. Nous allons évidemment nous procurer votre ouvrage pour nous en inspirer et essayer de voir comment ça peut nous permettre d'enrichir un peu notre argumentaire. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est réellement quelles sont les solutions. Je ne sais pas si vous l'avez abordé dans votre livre, mais quelles sont les solutions et à quel niveau on doit agir. Parce que nous sommes dans un pays qui va bientôt avoir des ressources naturelles très prisées, très convoitées. Si nous ne nous armons pas d'une citoyenneté accomplie, comme vous le dites, il y a des risques. Il y a des risques. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les Sénégalais, c'est qu'il y a un vent de violence qui souffle sur notre pays, qui inquiète. Mais cela aussi peut trouver son origine dans l'anéantissement des valeurs de la citoyenneté. C'est pourquoi donc nous considérons qu'il va falloir qu'ensemble on puisse réfléchir. Parce que tout à l'heure, Bodian a parlé des droits civiques. Ce n'est pas une pierre que je vais jeter dans le jardin de ma doyenne. Mais nous savons qu'aujourd'hui, même au niveau de l'État, il y a des actes qui sont posés qui posent problème. La seule question que je pose, c'est que est-ce que demander à ce qu'un Sénégalais ait l'obligation de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter, est-ce que ce n'est pas un recul par rapport à ses droits civiques? Parce que si on dit que l'âge de la majorité vous donne le droit de participer aux élections, est-ce que le fait de ne pas être inscrit sur le fichier électoral doit vous priver, vous, de votre droit-là? Et si c'est l'État qui le clame pour que les citoyens puissent se ranger derrière ça, je considère que quand même c'est des reculs en termes de droits civiques des citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diante. Merci beaucoup. Je donne la parole à quelqu'un qui s'est illustré dans la lutte pour la protection des terres de Mbane. C'est pas Loudia. Quelqu'un qui s'est beaucoup battu sur ça. Et c'est vrai, je l'entends beaucoup moins sur la question foncière aujourd'hui. C'est parce qu'il s'est tellement engagé que aujourd'hui, vraiment, tout le monde tous les combattants entrent dans l'estuaire, les voiles un peu flasques. Tout le monde est fatigué parce qu'on lutte et on ne voit pas les vrais résultats de ces luttes. Je donne la parole à M. Aloudia. Merci, professeur. Vous allez bientôt nous entendre sur la problématique des terres. Il est assis à côté de moi. Et vous savez, le dilemme de notre pays, c'est que ceux qui ont lutté pour l'indépendance, les patriotes qui se sont battus pour l'indépendance, n'ont jamais exercé le pouvoir au Sénégal. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de l'exercer de manière effective. C'est cela notre drame. Parce que ces patriotes-là auraient formaté le citoyen sénégalais et la citoyenneté aurait un impact beaucoup plus lisible et visible pour notre société. Parce que c'est la politique qui formate la citoyenneté. C'est la politique qui encadre la citoyenneté. Qui est-ce qui fait la Constitution? C'est les hommes politiques. Les lois, c'est les hommes politiques. Les droits des citoyens, c'est les hommes politiques. Donc la politique ne peut pas être dissociée de la citoyenneté. Il est extrêmement important que notre jeunesse sache ce qui s'est passé avant l'indépendance,
pendant les années 60, 70, 80, 90 et jusqu'à maintenant. Nous avons connu non pas des patriotes, mais des jouisseurs dans la marche de notre société. Et la première chose qu'on a faite, c'est de traduire le mot pouvoir par Ngor en Wolof. Ngor, ça ne traduit pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est le sañ-sañ. Ngor, ça traduit une notion de jouissance. Et les gens ont joui du pouvoir depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On s'enrichit. On donne le pouvoir aux amis, aux copains. C'est ce qui se fait depuis 1960. Ça, c'est le Ngoro. Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir de modeler, de formater la société et le citoyen. Et ces hommes-là, je les ai connus peut-être tard parce que j'ai fait toute ma formation politique en Allemagne. Et c'est en 1984, quand je suis revenu au Sénégal, que j'ai connu ces grands hommes que nous avons. Nous avons de grands hommes dans notre pays et les jeunes doivent le savoir. Ils ne le savent peut-être pas. Et c'est ce que le professeur Mbou disait tout à l'heure, que c'est en nous fondant sur nos valeurs intrinsèques propres que nous pouvons construire une société. Ce que Thierno Souleymane Baal en 1776 avait édicté pouvait servir de socle pour notre constitution. Cela est important. Et ces hommes que j'ai connus quand je suis venu au PIT Sénégal, c'était les Ahmad Dansokho, les Magatte Thiam, vous en avez parlé. Il y a de grands hommes et de grandes femmes dans l'histoire de notre pays. Penda Mbow en fait partie. Samba Diouldé Thiam en fait partie. D'autres, Cheikh Anta Diop, Felwine Sarr, il y en a beaucoup que je pouvais citer aujourd'hui, qui sont de grands hommes et de grandes dames qui peuvent construire ce pays-là. Mais ils n'ont jamais eu l'opportunité de le faire. Parce qu'on ne leur a pas donné le pouvoir qu'il fallait pour le faire. Je ne désespère pas de les voir encore marquer de leur présence la vie politique de notre pays. Il n'est jamais trop tard. Abdoulaye Wade a plus de 90 ans. Le président des États-Unis a 80 pratiquement. D'autres. Ça ne dépend pas de l'âge, mais de la faculté de diriger un pays, de la faculté de faire mouvoir les sociétés. Nous devons changer de paradigme. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs intrinsèques africaines pour bâtir notre société. J'ai lu et relu la première édition du livre de Mandiaye. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai vu en ce livre-là le reflet de ce qui est intrinsèquement à l'intérieur de nous-mêmes, de vouloir faire de ce pays un pays émergent, avec des citoyens qui savent ce que c'est l'intérêt national, qui ne pensent pas à leur poche ou à leurs proches. J'ai vécu ces gens-là dans des partis politiques et ça m'a beaucoup marqué. Vous savez, Samba Diouldé Thiam, quand il était notre dirigeant, il a marqué des points que je n'oublierai jamais. Quand on était en bureau politique, quand on discutait d'un point, toute personne qui participait à la réunion faisant la synthèse, qu'il se rangeait derrière la majorité.
Et quand nous étions en coalition avec d'autres partis politiques, nous savions que dans les autres partis politiques, les gens se réunissaient pour avoir un point à défendre quand nous nous réunissions. Il nous avait interdit de le faire. Il a dit que dans notre parti, on ne va pas faire de réunion à part. Si nous avons quelque chose à dire, on le dira dans la coalition. Et je l'ai accompagné en tant que ministre en tournée. Il avait fait des cartes de visite qu'il donnait à n'importe quel militant. Son téléphone personnel, à n'importe quel militant qu'on rencontrait ou citoyen qu'on rencontrait. Et je lui dis, mais Bach, les gens là, tu ne vas plus. Il dit, laissez, les gens n'ont qu'à appeler. Je répondrai à chaque appel parce que la citoyenneté, il faut la reconnaître à nos citoyens. Personne ne doit être un rempart entre les citoyens et moi-même, ministre de la République. Voilà ce genre de personnes que j'ai côtoyées et avec qui j'ai travaillé et qui m'ont marqué et qui me marqueront toute ma vie. Ça, c'était une parenthèse que je voulais, disons, ouvrir pour rendre hommage à des gens comme Mandiaye Gaye. Mandiaye, je le connais très bien. Je sais ce qu'il pense et ce qu'il veut que le Sénégal devienne. J'espère tout simplement que Dieu nous donnera longue vie et qu'un jour, on aura des hommes de cette facture-là à la tête d'un État, un État vraiment qui défend les intérêts citoyens. Donc je sais que cette problématique-là mérite des assises nationales ou un grand colloque. Tous les points ne peuvent pas être développés ici, mais il a au moins posé de manière claire et nette les points sur lesquels on peut débattre plus tard. En tout cas, je le félicite, je félicite son épouse Fatou Ndoye, extrêmement courageuse également, juste toujours à côté de lui. Et j'espère que nous aurons encore l'occasion de débattre sur le contenu de ce livre-là. Je vous remercie. Merci Aliou. Vraiment, quand je parlais de Samba Julde, je ne savais pas qu'il était là. Et ce n'est pas la première fois que j'évoque. Moi, je n'ai jamais été du PIT. À part l'année où j'ai milité dans le RND, je n'ai presque jamais été militant de parti politique. Mais j'ai tout jamais la retraite. Surtout dans un pays où il manque tellement de médecins qualifiés. Ah non, vraiment, vous ne pouvez pas prendre. Et puis au contraire, il y a les facultés de médecine sont des facultés aussi que nous ont donné de grands écrivains aussi. Voilà. Je peux vous répondre un peu ? Oui. J'ai fait 2 articles. La priorité en fait des populations. Vous prenez en fait les associations. Chez le citoyen lambda qui habite dans un quartier, le politicien vient lui donner de l'argent, il se partage l'argent. Alors qu'ils ont en fait d'autres priorités à faire dans la cité. Vous avez touché du droit en fait, le problème. Alors, donc en fait nous sommes dans ce type de société. Comment, alors il n'y a plus de péréstracle pour maintenant les former, les partis politiques, comme quelqu'un l'a dit, ne forment plus, en fait, et nous sommes tombés sur des gouvernements libéraux qui ont tout libéralisé. Alors, ils ont tout libéralisé, ils ont même libéralisé en fait la justice. Je ne vais pas m'appesantir trop sur ça, mais réellement, Mandiaye, je te félicite, je félicite aussi son épouse. Wolof nee na en fait góor goo gis muy dem ànd ak naa ku koy jàppale. Alors je félicite aussi madame. maa ngi lay gërëm di leen sant di la gërëm. Merci beaucoup, monsieur Wade. Ça aussi, c'était la réalité au Sénégal. On avait des familles entières de militants. Tout le monde était dans l'action. Tout le monde participait. Quand j'ai rencontré
votre grand frère Madiké, et il me parlait des Reraka. La question que je lui posais ce jour-là, comment il est passé du communisme, du marxisme-léninisme au grand talibé de Serigne Touba. Et on a eu une discussion, c'était à la chambre de commerce, je crois, de Saint-Louis, une grande discussion autour de ça. C'est vrai pour Moussa Kam, c'est vrai pour tant d'autres. Je vois encore Makhtar Diouf avec son cercle des intellectuels musulmans, le Sérid. Et à l'époque, avec mon féminisme en islam, on était tout le temps en train de nous bagarrer. Et tout ça, c'était extrêmement intéressant et important pour la marche du pays. Comment on a l'évolution aussi de tous ces grands militants. Maniaï, merci de nous avoir permis cet après-midi vraiment de revoir d'abord toutes ces sommités qui sont là et de voir toutes ces expériences diverses. Et moi, je vous promets que je reviendrai dans un débat intergénérationnel en demandant simplement à ces personnalités de venir raconter à des plus jeunes ce qui a été leur vie de militant. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils en ont tiré et qu'est-ce qu'ils pensent avoir eu comme impact sur la marche du pays. Ça, on va le faire. Maintenant, peut-être je redonne la parole à Mandiaye s'il a quelque chose à rajouter ou si ceux qui sont autour de la table veulent rajouter quelque chose avant qu'on ne lève la séance, qu'on lui laisse le temps de signer les ouvrages. Voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que de remercier encore tous ceux qui ont pris la parole et ceux qui ne l'ont pas pris. Mais tous ceux qui sont venus ici, là, je leur dois des remerciements. Je crois que pour Dianté, il a posé une question. Je crois que, comme il n'a pas lu le livre, c'est pourquoi il a interrogé. Mais je me suis interrogé, j'ai donné aussi quelques repères et quelques types de solutions. Mais la formation de la citoyenneté est tout un décor. Parce qu'un bon citoyen, un vrai citoyen, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Un vrai patriote, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alors cette libertinage ou le laisser-faire partout, détruire par exemple un bien commun qui appartient à tout le monde, c'est pas donner à machin, c'est pas du patriotisme. Tout ça, c'est dans le livre. Mais c'est pas un appareil où l'on fabrique une pièce pour la sortir. Ça dit, c'est un travail continu de tout le monde. Celui qui est plus en avance qu'un autre peut l'aider peut-être à intégrer ou à parfaire, disons, sa citoyenneté dans tel ou tel domaine. C'est pourquoi on ne peut pas se séparer, on ne peut pas se diviser. Les gens, ils le disent peut-être sans savoir, Sénégal ben bople ken monoko harnyar. Mais le contenu, ça dit qu'ils ne ressortent pas à cela. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire, si le Sénégal nous appartient à nous tous. Si nous voulons le construire, c'est-à-dire il faut que nous tous, que nous soyons actifs, que nous participions à tout ce qui peut, disons, bâtir un Sénégal nouveau, un Sénégal meilleur pour l'ensemble des citoyens. C'est comme ça. On ne peut pas le laisser à l'État, on ne peut pas le laisser aussi à des trucs. Bon, c'est vrai, comme on a dit, les partis politiques avant faisaient la formation de leurs jeunes militants. Ils savaient comment se conduire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais maintenant, cette formation n'existe plus. Il y avait l'école, il y avait la famille et il y a l'armée. L'armée, moi, je le dis dans le livre, pour moi, le service militaire doit être obligatoire à tous les jeunes de 18 ans, filles et garçons, qui passent par l'armée, qui fassent leur service et ils ressortent. D'abord, il y a la formation au niveau de l'armée. Tu ne passes pas dans l'armée comme si tu faisais des trucs. Dans l'armée, tu peux être formé. Le minimum, c'est d'être chauffeur, maçon, d'être quelque chose. Tu sors avec quelque chose. Dans la vie civile, tu peux trouver du travail. Mais sinon, tu as des gens, ils sont là. S'ils ne vont pas à l'école, ou ils vont à l'école, ils sont renvoyés, etc. Il y a donc toutes ces institutions. La formation de la citoyenneté, c'est un collectif. C'est l'ensemble des Sénégalais qui doivent participer à ça. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y en a certains qui sont peut-être plus avancés, ils doivent aider les autres. Mais qu'on commence par le bas âge. Comme on dit avant, les plus jeunes, ça dit que celui qui a l'âge de ton père, il peut te redresser, il peut te rectifier. Si tu fais quelque chose, il peut même te taper. Mais on a
autre maintenant éducation de ça. On ne rectifie personne. À l'école, vous voyez maintenant, on ne rectifie plus. On n'a plus même le droit d'engueuler peut-être un élève. Tout ça a participé à la détérioration de la citoyenneté ou à un déficit de citoyenneté. Vraiment, donc, je remercie tout le monde d'être venu et je suis très content de tout ce que vous avez dit. Je vous remercie.